Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Bon début de la semaine. Nous commençons ce journal avec la manchette qui titre Tel père, tel fils. Ou, simple coïncidence, Étienne Tshisekedi, Joseph Diangenda, Félix Antoine Tshisekedi et Simon Kimbangu. Le vrai modérateur penche sur la question des étincelles en l'air. Le MLC exclut toute tentative de rapprochement avec le FCC. Impact News va clôturer cette revue. Janine Mabunda signe un scandale sous la pression du front de fossoyeurs du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vous avez suivi la semaine passée, ça veut dire samedi. On a parlé de ce qui s'est passé à la présidence, ce qui se passe au niveau de la présidence. Je crois que le média, le rôle que nous avons, nous, médias, ce n'est pas le militantisme. Le rôle qu'un journaliste doit avoir en principe, c'est ce rôle de communiquer, d'informer, d'apporter les éléments à la population pour que la population elle-même trouve le sens de l'orientation de son information. Mais maintenant, quand nous, en tant que journalistes, nous commençons maintenant à déformer la population en amenant des histoires fausses, ça ne marche pas. Je dois ici dire aux Congolais, il n'y a aucun média qui est neutre dans le monde. Ça n'existe pas. Les médias neutres n'existent pas parce que la neutralité, c'est de la lâcheté. Ça n'existe pas. Un média est du côté de la vérité ou du côté de sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale de notre chaîne YouTube, de notre chaîne TNT, si vous voulez, notre chaîne a pour vocation de dire la vérité, rien que la vérité. La vérité, pas la vérité proclamée, mais la vérité des faits. C'est là notre optique. Nous ne sommes pas, nous, Congo Buzz, on n'est pas des militants. On n'est pas des militants. Si vous nous considérez comme des militants, alors vous devez consulter le dictionnaire pour comprendre c'est quoi le terme militant. Nous, on n'est pas des militants. Nous ne sommes pas des vendus ni des achetés. Seulement, nous sommes du côté de la vérité. Nous apportons la vraie information à la population. Nous ne sommes pas à la solde des politiciens ou de qui que ce soit. On n'est pas là. On n'est pas à la solde de ces gens-là. Nous continuons à dire la vérité parce que nous estimons que ce dont les Congolais ont besoin, c'est exactement la vérité. Vous avez tous suivi cette histoire de 721 conseillers à la présidence. Et les médias en ont parlé. Tout le monde a parlé, tout le monde a raconté ce qu'il voulait raconter. Le peuple congolais a un problème sérieux. Le peuple congolais croit à la première information qu'il a et il ne veut pas aller au-delà de l'information qu'il possède. Il ne veut pas aller au-delà de l'information qu'il possède. Et du coup, il est embrouillé. J'essaierai un peu d'aller plus loin dans mes réflexions pour essayer d'aider mes frères congolais qui nous suivent. Chers frères congolais, la haine, la méchanceté, la colère ne vont pas vous aider malheureusement. Ce sont des éléments, lorsque vous les intégrez dans votre réflexion, ça envenime tout. Ça va vous obliger à ne regarder qu'une seule direction et vous n'arriverez pas à regarder dans d'autres directions. Et là, ça va devenir une faille. Et du coup, quand vous discutez avec quelqu'un, il va tout simplement soulever des points et vous aurez du mal à vous en sortir. Moi, c'est tous les jours que je parle avec mes frères. Tous les jours que je parle avec des frères congolais. Parfois, il y en a qui te parlent de choses, mais tu comprends ici dans sa logique qu'il est en train d'oublier une chose. Il ne veut pas voir la chose de ce côté. Il a une direction, il a cru. Non, pourtant un intellectuel, pas tous les paramètres, il essaie de réfléchir là-dessus et il se fait une idée, il se fait une opinion. Je dois vous dire ici, mesdames et messieurs, quand on a parlé que le président de la République a 721 conseillers, c'était ça l'information. On a lu dans un journal, 721 conseillers. Je dis que c'était faux. Les gens m'ont pris pour un défenseur. Oh non, mais c'est faux. Mais quand on vient maintenant voir, on se rend compte que, mais effectivement, il a raison. C'est aujourd'hui que les médias commencent à démentir. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à démentir. D'autres commencent à rectifier. Mais pourquoi donner une information si vous ne l'avez pas encore vérifiée? C'est là le problème aujourd'hui. On veut faire le buzz, on veut être le premier à dire quelque chose. On tombe dans le piège. Ça nous manque quoi de dire la vérité aux Congolais? Est-ce que vous dire la vérité aux Congolais, c'est louer Félix Tshisekedi? Si vous dites la vérité que non, cette information n'est pas celle-là, mais c'est plutôt celle-ci. Est-ce que c'est ça ce que vous, maintenant, à ce moment-là, vous êtes pro Tshisekedi? C'est ça la mentalité que nous avons au Congo, malheureusement. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Ce n'est pas ça le problème. On peut être d'accord avec quelqu'un, mais ne pas cautionner certaines choses. On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord. On ne peut pas voir le noir partout. Non. Essayez de regarder, mesdames et messieurs, si le noir se trouve dans votre esprit. Si le noir se trouve dans votre esprit, eh bien, tout ce que vous allez voir va être noir.
Mais essayez au moins, vous, d'être bien en vous-même et regardez le noir à l'extérieur. Mais si vous regardez le noir de l'intérieur, eh bien, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça crée en vous une fissure. Vous n'arrivez même pas à réfléchir. Et vous prenez des réflexions parfois à la con et on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez vraiment dire à la fin. Moi, je suis sidéré d'apprendre certaines choses et d'écouter certaines choses. Il y a des gens qui se plaignent. Christian, on t'appelle, tu ne prends pas. Mais comment on va prendre? Parce qu'on sait que quand on prendra le téléphone, si ça ne sera pas des histoires qu'on va raconter, il y a des gens qui se permettent parfois d'insulter. Et à un moment donné, on se dit, bien, ça ne sert à rien de prendre le téléphone. Et nous passons parfois à côté même des gens bien. Des gens qui pouvaient nous apporter de l'information. Mais parce qu'autour, il y a toujours des gens qui peuvent déranger ta journée. Lui, il est tranquille, mais il vient, il perturbe ta journée. Il ne sait pas ce que tu fais, mais il veut quand même te raconter des choses. Parfois, ça embête et c'est embêtant. Ça, il faut que je vous le dise. Parfois, c'est embêtant. Donc, si parfois vous m'avez appelé que je n'ai pas pris de téléphone, ne pensez pas que c'est de l'orgueil. Non, parfois, c'est simplement de la prudence. Quand on prend le téléphone, c'est parce que peut-être on est bien, on dit bon, j'ai encore de l'énergie, si on me dit des choses mal, je vais essayer un peu de remplacer. Mais je reçois ça chez tous mes amis me disent la même chose. On les appelle parfois pour les insulter et ça ne donne plus l'envie de prendre les appels. Ça ne donne plus l'envie de prendre les appels. Et du coup, quand on t'appelle, je dis écrivez. Parce qu'au moins quand tu écriras, je saurai ce que tu veux dire. C'est moins mal, c'est moins choquant que d'entendre ça par la voix. Parce qu'en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes en train d'étaler notre indiscipline et d'étaler notre mauvaise éducation. Parce que je ne conçois pas que quelqu'un prenne des téléphones pour t'insulter. Oh non, parce que Bolivia Congo est qui m'a cassé. Non, Bolivia Congo est qui m'a tout. Et ça, c'est pour le Congo, il faut finir bateau mingi. Parce que bateau, le Congo, en tout cas, je suis convaincu que on a vu surtout ensemble. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Congo plus que tout le monde alors que tu es à l'extérieur. Il faut quand même parfois qu'on se dise des vérités. Ne pensez pas que ceux qui sont à l'extérieur aiment le Congo plus que ceux qui sont à l'intérieur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne pensez pas non plus que parce que vous êtes au Congo, que vous aimez le Congo plus que tout le monde. Non plus. L'amour du Congo dépend de la manière dont on travaille pour ce Congo en question. Donc il y a des choses finalement à faire comprendre aux Congolais. C'était une mise au point importante que j'allais finalement dire. Mais un autre élément important, il y a communication. Nous disons ceci. Quand on veut vraiment réfléchir convenablement sur cette question, vous allez vous rendre compte que les 721 conseillers qu'on a attribués au président de la République, vous allez poser la question suivante. On parle des membres du staff de la présidence ou on parle de quoi exactement? Parce qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est au niveau du nombre. Le deuxième problème, c'est au niveau de leur élévation au rang des ministres. Je rappelle, le premier niveau, la première conception, c'est au niveau d'abord du nombre que les gens trouvent exorbitant. Et le second niveau, la seconde approche, c'est l'approche de l'élévation de ces gens en rang de ministres. Mais prenons la première approche du nombre. Mes frères, à partir de quand vous dites qu'il y a un nombre exagéré et un nombre moins exagéré, on le calcule sur base généralement de quoi? Est-ce qu'on le fait sur base du budget ou sur base de la complexité de l'entité en question ou de la fonction en question? Nous prenons encore deux approches. Si nous parlons du budget, rassurez-vous d'une telle chose, le budget que nous avons, on ne mérite pas ce budget. Nous avons un budget de 10 milliards aujourd'hui, mais nous n'avons pas le contenu de 10 milliards. Il faudrait un taux de réalisation qui dépasse de 100% pour qu'on atteigne 10 milliards de dollars. Il faudrait qu'on atteigne un taux de réalisation de 10 milliards, de 100% pour qu'on ait 10 milliards. Mais jusqu'au Congo, jusqu'aujourd'hui, depuis que Kabila est au pouvoir, nous n'avons eu que 4 milliards au plus. Le plus gros score de taux de réalisation que nous avons eu à faire dans ce pays, c'est que c'était 4 milliards de dollars. Maintenant, nous allons essayer de voir avec le gouvernement actuel, voir le taux de réalisation qu'ils vont apporter. S'ils apportent un taux de réalisation de 8%, de 7%, on va être d'accord, on va dire moins d'accord, peut-être qu'on aura 8 milliards, ou on aura 7 milliards, ou 8 milliards, ou 9 milliards. J'ai entendu quelqu'un dire, cette fois-ci, on aura 100%. Eh bien, si on a 100%, c'est bien. Et même si on a des excédents budgétaires, ça nous permet qu'en 2020, qu'on essaie de pousser les assignations un peu plus haut niveau. C'est une bonne chose aussi. Mais est-ce que le problème du nombre de cabinets du président, c'est lié au niveau du budget? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que nous ne méritons pas ce budget. Et si nous ne méritons pas ce budget, c'est parce que ceux qui sont censés trouver le budget ne le font pas exactement. Vous avez des rapports qui font état de 42 millions de dollars chaque semaine. Vous avez des rapports qui font état de 15 milliards de dollars par an.
Donc, on ne peut pas, nous, en tant que Congolais, on ne peut pas manquer 15 milliards de dollars dans notre budget. Parce qu'au moins, c'est ce qui échappe à la République. Imaginez-vous que l'argent a échappé à la République et il ne vous reste que 4 milliards. Donc, en réalité, si on veut être sérieux, on devrait avoir un budget au moins de 20 milliards de dollars dans les conditions actuelles. C'est-à-dire dans les conditions de non-productivité, dans les conditions de non-compétitivité, dans les conditions d'une économie séquestrée par les mines. Donc, avec un peu du sérieux, mais pas de travail. Je dis seulement avec le sérieux, mais pas le travail, on peut avoir 20 milliards de dollars. Et si on y ajoute le travail, on peut avoir au-delà des 20 milliards. C'est-à-dire nous pouvons aller à 50, à 60, peut-être à 100 milliards aussi. Tout est question de l'abnégation que vous avez, du travail que vous avez, n'est-ce pas? Et des assignations que vous vous êtes finalement données. Si au Congo, par exemple, on a des bons travailleurs, on a des gens qui arrivent à diversifier notre économie, parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne dépendons que des mines, alors que les mines ne nous donnent que 2 ou 3% de ce que nous valons exactement. Parce que nous avons notre richesse agricole beaucoup plus importante, notre richesse en termes de pêche beaucoup plus importante, notre richesse en termes d'énergie beaucoup plus importante que les mines. Mais nous avons un regard tourné dans le mine parce que c'est très facile. C'est très facile les mines. Alors que l'agriculture demande beaucoup plus de travail. Mais beaucoup plus de travail et ça paye beaucoup plus d'ailleurs. Mais parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là, nous nous contentons de ce petit budget de 10 milliards. Donc là encore, il y a un problème de structure. Il y a un problème de structure économique, il y a un problème de structure diplomatique, il y a un problème de structure. Bref, notre État a un problème de structure. Mais lorsque nous allons un peu plus loin, pour regarder maintenant, aujourd'hui, on se plaint que la présidence ait autant de personnes. Non, mais soyons vrais. La structure du Congo, la vie, elle est politique. Tout est politisé. Tout est politisé. Vous savez combien de conseillers un ministre a au Congo? J'ai fait des calculs, j'ai fait des exercices, j'ai fait des recherches, mais je me suis arrêté parce que finalement, les cabinets ne se composent pas de la même manière. Les cabinets ne se composent pas de la même manière au Congo. Vous allez aller au ministère du budget et vous allez au ministère de finances, vous ne trouvez pas le même personnel. Le personnel du budget, il est différent de celui de l'agriculture. De l'agriculture est différent de celui de mines. Et les mines, c'est la même chose. Donc finalement, c'est compliqué en fait. Vous n'arrivez pas à le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir les personnels politiques au Congo? On en a combien? Et vous allez vous rendre compte que l'essentiel de notre budget va dans les institutions. À l'époque de M. Matata, il avait demandé qu'on puisse réduire le train des institutions de la République. Malheureusement, lui-même n'a pas pu restreindre ses propres assignations. Malheureusement. Il fallait réduire les trains de vie, mais lui-même n'avait pas réduit les trains de vie de la primature. Combien de conseillers avait-il? C'est vrai qu'il avait moins de conseillers que le Premier ministre Matata Ponyo et Muzito, on est bien d'accord, mais lui aussi, il faut le dire, il avait combien de conseillers? Le problème, c'est que tant que nous sommes dans une hypocrisie nationale, tant que les gens ne veulent pas prendre le taureau par les cornes, on ne va pas résoudre le problème. Cette manière de vouloir résoudre le problème sur la tête du client, ça ne marche pas. Nous devons regarder ce problème de façon holistique. Comment se composent les cabinets des ministres provinciaux? Faites un tour dans les cabinets des ministres provinciaux pour vous allez vous rendre compte. Mais c'est une pléthore. Et cette histoire, on la trouve partout. On la trouve partout parce que nous n'avons pas la politique, la culture de travailler pour l'intérêt public. Nous avons la culture de travailler pour notre intérêt d'abord et puis l'intérêt public peut-être après. Ainsi, quand on te nomme ministre, tu viens avec toute ta famille et tu crées même des postes qui n'existent pas. Tu crées des postes qui n'existent pas. Alors, un peu comme Kant disait. Kant s'est posé la question, si tout le monde fait ce que moi je fais, que deviendra le monde? La même question que je me la pose. Chaque citoyen congolais devrait avoir cette question à la tête. Bon, si moi je fais ça, et si tout le monde faisait la même chose, qu'est-ce que nous deviendrons? Tu deviens président, tu t'entoures de ta famille. Tu deviens ministre, tu t'entoures de ta famille. Gouverneur, tu t'entoures de ta famille. Maire de la ville, de ta famille. Bourgmestre, de ta famille. Mais finalement, nous allons séquestrer la nation. Et du coup, nous allons avoir une gestion des familles. Et finalement, c'est le népotisme outré et même sacralisé. Alors, on veut faire quoi dans le pays? On veut aller où? Et les gens, en voulant écraser les autres, en voulant faire du mal aux autres, étalent leur incompétence et leur bêtise. On dit non, Kabila avait 400 et quelques conseillers, Félix en a 721. Comme si nous, on a besoin d'avoir 400 et quelques conseillers. Le problème, mesdames et messieurs, d'abord, le premier élément que je vous ai expliqué, c'est d'abord une question culturelle.
Nous devons trouver la solution à ces problèmes-là. Et moi, j'ai fait des propositions. J'ai demandé à l'Assemblée nationale de définir par une loi claire le nombre de conseillers de chaque cabinet ministériel, de chaque entité administrative, de chaque bureau. Nous devons savoir, un directeur d'entreprise publique doit avoir combien de conseillers. Nous devons avoir ça dans une loi bien inscrite pour qu'on ait ça, pour que les gens ne débordent pas. Souvenez-vous qu'il y a peut-être 4 mois, 5 mois, on était en train de dire ici que moi j'ai proposé à ce que les cabinets ministériels, à ce que le cabinet du président et toutes les autres fonctions de la République, les conseillers ne devraient pas venir de la volonté de ces hommes. Je pensais qu'il fallait trouver une loi pour faire en sorte que le conseiller soit aussi nommé par l'administration publique. Ça veut dire quand on arrive, on trouve un lot de conseillers et le président s'est choisi les caractères de ce qu'il veut. Mais il ne peut pas venir, quand il arrive au pouvoir et il amène ses frères, il fait de ses frères des conseillers. Non. Pour avoir le titre de conseiller, moi j'avais proposé que ça soit un titre administratif. Que l'on ne devienne pas conseiller à la volonté d'un homme. Que l'on devienne conseiller par la volonté de l'État. Ça veut dire que l'État fasse des conseillers et que tout opérateur politique qui aura finalement une fonction se procure, va se ressourcer dans l'administration en demandant. Parce qu'on peut trouver par exemple 15 000 conseillers pour toute la République ou 25 000 conseillers pour toute la République. Ils sont connus, ils sont là comme ça. Alors quand vous arrivez au poste de ministre, vous pouvez aller puiser dans les 15 000 ou dans la réserve de conseillers. C'était une imagination qu'on peut travailler et couler en forme de loi. Comme ça, on éviterait le népotisme. On ne sera plus obligé d'être dans le népotisme parce que nous allons puiser les gens dans ces groupes-là. Oh, les conseillers techniques, on trouve par exemple, il y a 822 conseillers techniques au Congo. Un exemple. Hein. Et vous n'avez besoin que de 2. Faites le tri dans les 2, tout simplement. On peut encore vous accepter de faire le choix. Vous-même faites le choix, mais que ce soit des conseillers attitrés par l'État. Le népotisme va tomber. Vous n'allez plus voir un ministre, son conseiller principal, c'est son frère. On n'aura plus ces choses-là. Parce que les gens seront puisés dans l'administration publique. Ça va être des gens qui ont fait peut-être l'ENA, ça va être des gens qui ont fait l'ISTA, ça va être des gens qui ont fait l'ISIPA, ça va être des gens qui ont fait le droit, ça va être des gens qui ont étudié, à qui on a décerné le titre des administrateurs. Un peu comme les secrétaires généraux de tout ça. Je crois que ça doit suivre une filière. Mais malheureusement, nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et donc, le problème du nombre a un problème aujourd'hui. Le seul problème du nombre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune loi qui fixe la limite de conseillers. On ne dit pas au président de la République ou à un ministre que tu ne peux pas avoir plus de 15 ministres, plus de 15 conseillers. On ne le dit pas. On ne fixe pas vraiment une fourchette en disant que tu ne peux pas dépasser ce nombre. C'est là la faiblesse. Il faut peut-être travailler sur la faiblesse, là, on aura des solutions. Un autre élément important, c'est qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Lorsque nous allons, toujours dans le cadre du nombre, hein, on ne va pas parler du nombre. Prenons l'hypothèse qu'il y a 721 membres du bureau. D'ailleurs, je veux dire que c'est faux d'abord. Hein, c'est faux. Le président de la République n'a pas 700 conseillers. Il en a 110. Il en a 110 nommés par ordonnance présidentielle. Publiés à Jeune Afrique. Si vous voulez, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour vous lire, mais vous pouvez voir, si vous allez sur Internet, je vous donne le numéro du journal Jeune Afrique. Si vous voulez, c'est le numéro du 11 mars 2009 à 17h54 par Jeune Afrique avec AFP. Mise à jour le 11 mars 2019 à 17h64. Allez-y voir, vous allez vous rendre compte que le titre c'était RDC, Félix Tshisekedi nomme près de 110 conseillers, mais toujours pas de Premier ministre. C'était à l'époque où il n'y avait pas de Premier ministre. Félix Tshisekedi avait nommé 110 conseillers. Ne venez pas nous dire le contraire, ne venez pas nous dire que c'est 721, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté et aussi, au-delà de ça, au-delà de tout, c'est du militantisme. Et si vous êtes journaliste quand vous faites ça, ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas de professionnalisme. Ici, on parle de 110 conseillers. On ne parle pas de 721. Mais maintenant, regardez. Si nous voulons aller un peu maintenant faire la comparaison. Quand on dit le membre, c'est-à-dire le cabinet du président de la République c'est comme une institution. Ça fonctionne comme une institution. Je n'ai pas dit que c'est une institution. L'institution, c'est le président de la République. Comme le président de la République, il a droit à un cabinet.
Et son cabinet est composé des membres. Il y a des conseillers spéciaux, conseillers techniques, il y a tout le monde, il y a des jardiniers, il y a des opérateurs de vue, il y a des opérateurs de saisie, il y a des machinistes, il y a tout le monde, il y a des militaires de sa garde, il y a tout le monde dans le cabinet du président. Deux choses. Le président de la République ne représente pas que le cabinet. Il est dans le cabinet quand il travaille et il a sa maison civile. Il y a même une maison militaire. Ça veut dire que le président est lui-même dans une position d'avoir autant de personnes autour de lui pour travailler pour que la présidence n'échoue pas. Autant de ministres que vous avez dans votre pays, autant de conseillers vous devrez en avoir parce qu'ils doivent travailler en collaboration. Disons, en sorte de relais. C'est vrai que dans certains pays, dans certains coins, dans certaines situations, un conseiller peut avoir 2 tâches, 3 tâches que le ministre se partage. Nous, on est dans un contexte politique où nous avons éclaté le nombre de ministres à beaucoup. Certains ministères ont été éclatés, mais le président n'a pas besoin de faire la même chose. Nous avons 110 conseillers. Comment ça se passe en France, par exemple? La France, si vous allez à l'Élysée, vous trouverez pratiquement plus de 822 personnes, membres, ça veut dire totalement. 822. Et j'ai essayé un peu de prendre quelques nombres ici. On parle de 43 membres, 63 personnes qui travaillent dans le secrétariat, 63 personnes. Il y a 628 personnes dans les services, totalement, qui fait 822 membres dans tout l'Élysée, dans tout le cabinet, je vais dire, du président. Et vous, là, y compris les jardiniers et tout. Et vous avez des conseillers comme ça. Si vous êtes à Buckingham Palace, parce que Buckingham Palace n'est pas c'est pas la présidence en fait. Buckingham Palace, c'est la maison de la reine. On parle de plus de 1500 personnes qui travailleraient pour le compte de la reine. Et j'ai demandé pour savoir un peu comment s'est passée la maison du Premier ministre. Alors là, j'étais aussi un peu surpris. Bon, je ne m'hasarderai pas à donner le nom de là où le ministre travaille parce que c'est un mot en anglais. Ça va être compliqué pour moi de le prononcer. Vous allez permettre que je vous épargne de toutes ces choses. Le Premier ministre de 3 pays de l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, on compte près de 560 000 fonctionnaires. Il a 22 conseillers qu'on appelle ministres de cabinet. La loi lui interdit d'en avoir plus. Angela Merkel, gouvernement, 15 ministres, 30 secrétaires d'État, environ 15 conseillers. Les États-Unis, 450 employés à la Maison-Blanche, salaire moyen 9 000 $. 21 conseillers du président, curieusement, touchent moins d'argent que les employés de la Maison-Blanche. 2 500 $ par mois. Voilà. Donc, si on doit aller dans ça, vous allez vous rendre compte que la Maison-Blanche elle-même peut compter plus de 4000 personnes, y compris les jardiniers, les cuisiniers, tout le monde inclus, nous fait une histoire de près de 4000 personnes. Et si je dois compter, encore une fois, au niveau américain, je vous donnerai quelques chiffres. Le Conseil national de sécurité a 190 personnes. Vous avez le bureau politique, 568 personnes. 568 personnes. Vous avez le conseiller et le staff inclus, 512. 512. Ça veut dire les conseillers principaux et les restes, tout. Ça fait une histoire de 512 personnes. Les chiffres que je vous donne ne sont pas des chiffres d'évangile. La politique étant en train de bouger, mais je vous donne comme des chiffres standards que vous pouvez retrouver. Vous allez vous rendre compte que je ne serai pas loin des chiffres que je vous donne. C'est simplement pour expliquer que le nombre de membres dans un cabinet présidentiel dépend des assignations de ce cabinet-là. Maintenant, le problème avec nous au Congo, il faut le dire, c'est un problème de budget. Le problème chez nous, il est essentiellement un problème de budget. Le problème de budget que j'ai expliqué, nous avons un problème de budget parce que nous ne travaillons pas assez. Si on était en train de travailler convenablement, si l'enseignant congolais pouvait avoir 500 $, si le militaire congolais pouvait avoir 500 $, si le médecin pouvait avoir 700 $, et si le magistrat pouvait avoir 5000 $, et l'enseignant à l'école primaire pouvait avoir, moi je dis toujours que l'enseignant de l'école primaire doit avoir un peu plus, si l'enseignant de l'école primaire pouvait avoir 2500 $, et que le professeur de l'université pouvait avoir 3000 $ ou 4000 $, pour un début, je dis bien pour un début, pas pour tout, mais pour un début, et les fonctionnaires de l'État pouvaient se taper facilement, l'oussier pouvait se taper 700 ou 800 $, on n'allait pas se poser des questions sur le nombre de conseillers qu'on a dans la République. Non.
L'inutilité de ce nombre vient être vue parce que simplement les gens n'ont pas du boulot et que les gens ne se retrouvent pas. On a comme l'impression que toutes les recettes de la République servent généralement à apaiser les appétits de certaines personnes qui travaillent en politique. Et donc si la politique commence à consommer les recettes du Congo, c'est tout à fait normal qu'il y ait des frustrations. Là, je suis d'accord avec le Congolais. C'est un problème de paradigme qu'il faut finalement changer. Mais maintenant, si nous prenons l'autre aile de la chose, l'autre aspect des choses, cet aspect qui nous pousse à comprendre que pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est là que nous allons finalement nous rendre compte qu'on a donné des mauvaises informations. Mais il y a un élément. L'élément important, c'est la transparence aussi. Je le dis ici, le cabinet du président n'est pas assez transparent. Le cabinet du président n'est pas transparent. Pourquoi il n'est pas transparent? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas la liste civile du président. Pourtant, le président de la République, ça fait 9 mois qu'il est payé. Ça fait 9 mois que le président Félix Tshisekedi est payé, mais on ne sait toujours pas combien est-il payé. Le souverain primaire a le droit de savoir combien touche son président. Et s'il y a un salaire qui devait être le plus visible, le plus transparent, c'est celui du président de la République. La liste civile du président devrait être la chose la plus répandue. Parce que pour construire un pays sur les valeurs, sur la transparence, le salaire du président, nous devons le savoir. Les dépenses du président, nous devons le savoir. C'est important. Le patrimoine du président, nous devons le savoir. Sinon, c'est compliqué. Sinon, on n'est pas en train de rompre, on est en train de continuer. J'invite, moi, le président de la République, à s'exercer, à se donner, à se livrer à cet exercice de transparence. C'est important. Ça va pour son intérêt à lui. Encore qu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui a battu tout ce qu'il a fait, finalement, toute sa vie en dehors de la fortune. Étienne Tshisekedi, ce n'était pas quelqu'un qui, finalement, était connu pour le nombre de maisons qu'il avait. Non. Étienne Tshisekedi n'était pas connu pour le nombre de voitures qu'il avait. Il paraîtrait qu'il n'avait même pas un téléphone. Il paraîtrait, en tout cas. Il paraîtrait qu'il n'avait même pas un téléphone. Donc, c'est pour dire simplement que quelqu'un qui fait battre pour les intérêts du peuple. Alors, quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, nous qui sommes des Congolais, nous devons rappeler au président de dire « Non, monsieur le président, n'oublie pas. N'oublie pas. Le plus important, c'est que tu ne gagnes pas de l'argent. Le plus important, c'est que tu résolves le problème des Congolais. Dans les 5 ans que tu vas passer, ou dans les 10 ans que vous allez passer, vous devez travailler pour l'intérêt du peuple afin d'essuyer les larmes de ce peuple meurtri. » C'est ça la logique. Et il faut rappeler constamment au président de la République de ne pas s'écarter de la logique. Et le faire, c'est être vrai. Le faire, c'est être bien. C'est très important de le dire. C'est vraiment important. Sinon, on va faire des choses où vous allez mal monter et vous allez bien pour l'abissou. Donc, quand on aura compris Babilo Kouana, et qu'on changer. Donc, arrêtons, s'il vous plaît, de mentir à la population. Arrêtez, s'il vous plaît, de tromper. Nous sommes en train de rechercher le nombre exact de la présidence. Ceux qui les a 721, moi, j'estime que c'est normal. Ceux qui ont 721, staff, ça dit 110 conseillers et tous les membres du bureau, 721. Ceux qui étaient à Ango, je ne confirme pas, je suis un peu d'accord parce que c'est le nombre. Place Boyoki, pays Moussous. Mais nous, il y a un problème, il y a budget. Or, au lieu que tout le monde nombre de ministres, non, tout le monde l'a été. Avancer des boba qui sa budget. Boba qui sa budget. Et ceux qui ont aussi budget, beaucoup la répartition malamou. Maintenant, place de déranger, vous allez élever bango dans rang, il y a ministre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, vous devez savoir, aux États-Unis, le directeur de cabinet du président de la République a une influence importante que le Qatar vice-président. Le directeur de cabinet de la présidence des États-Unis, il est tellement influent que vous n'avez aucune idée. Il est très, très influent. Pour vous rendre compte de cela, regardez tous les films. Regardez tous les films. Il y a américains sur la politique, pas sur les séries, non, sur la politique. Vous allez voir le rôle que joue le Premier ministre. Pardon, le directeur de cabinet. Il a un terme qu'on appelle en anglais, un peu comme le chef, un peu comme en français, l'équivalent c'est le chef de service. L'équivalent c'est le chef de troupe. Mais c'est quelqu'un qui a une force impossible. Il a une renommée en Sakanaté d'un Premier ministre. Un peu comme Sodo Kukena n'est pas Nabiso A. Mais maintenant, le problème, c'est que quand on dit avoir le rang et avoir les avantages, et comme Bilokomi Balé, vous pouvez avoir le même pouvoir, la même autorité, mais vous n'avez pas le même revenu. Mettre les gens à l'abri de la corruption, ce n'est pas forcément mieux payer ces gens. Pas forcément. Parce que si c'était mieux payé les gens, nos ministres ne seraient pas dans la corruption. Pourtant, ils sont mieux payés. La corruption est d'abord une faille mentale. C'est d'abord au niveau de la tête. La corruption vit dans un pays lorsque l'impunité
et va régner. Parce que l'impunité, c'est la vitamine de la corruption. Dans un pays où l'impunité règne, tout le monde peut se permettre de corrompre. Mais dans un pays où la sanction est sévère, les gens ne se laissent pas dans la corruption. Donc il ne faut pas amadouer les gens pour leur dire on va les mettre dans de bonnes conditions, comme ça ils ne vont pas corrompre. Non, s'ils savent que la prison est ouverte pour eux, avec 100 $, ils ne vont pas voler. Ils ne vont pas voler. Parce qu'ils savent que ce sont des métiers comme le Ramabé. Vous pensez que tous ceux qui ne volent pas sont mieux payés? Non. C'est parce qu'ils ont des valeurs qu'ils ont élevées. Mais en même temps, l'État doit contraindre les gens à ne pas voler, pas à leur donner de l'argent. Non. En ouvrant les portes des prisons. C'est tout. Moi, je pense qu'il faut juste changer la manière de voir les choses. On ne sera pas dans ça. Je crois, Monsieur le Président de la République, élevez vos conseillers au rang de ministre. J'estime humblement que ça ne va pas faire avancer les choses. Et vous allez me croire après. Ça ne va pas faire avancer les choses. Si les gens au Congo sont en train de corrompre ou de se laisser corrompre, c'est d'abord une question de mentalité. Et vous n'allez pas régler ça tout de suite et maintenant. La question de la mentalité, le Congolais dans sa tête, il veut avoir même au-delà de ses besoins. Regarde, observez le comportement même au stade. Les petits enfants qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont 14 ans, quand ils arrivent au stade de martyr, hein, ils regardent le policier qui va être beaucoup plus coopératif avec lui. Et il vient lui dire, chef, n'a 1000 francs, alors que le ticket, c'est 1000 francs. Le ticket, c'est 1000 francs. Mais lui, il vient voir le policier et lui dit, donc, on a 1000 francs, voyez-vous le problème, c'est la mentalité. C'est déjà une mentalité, c'est endémique. Vous n'allez pas sortir ça comme ça avec des privilèges que vous accordez aux gens. Non, il faut la sanction. Pour régler la question de la corruption au Congo, vous n'avez pas besoin de faire des dons aux gens. Vous avez juste besoin de sanctionner sévèrement. Et les gens vont revenir sur la norme. Un pays ne fait pas des concessions. Non, on va vous mettre à l'abri, il faut vous donner plus. Non, on a prouvé à la face du monde, c'est que plus d'avoir de l'argent au Congo, pousse les gens à corrompre davantage. Mais plus il y a la sanction, moins les gens corrompent. Donc je crois que le but, si vous voulez vraiment lutter contre la corruption, ne donnez pas de l'argent aux gens. Ne leur mettez pas dans les conditions qu'il faut. Parce qu'on a compris aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans des très bonnes conditions, mais qui continuent à corrompre. Donc le problème, ce n'est pas les conditions, le problème, c'est l'absence de la sanction. Sanctionnons sévèrement, ils ne le feront pas. Et aussi, baisser le train de vie des institutions. Militer. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez dit quelque chose qui nous avait tous intéressés. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous aviez dit, vous allez lutter contre la corruption, vous allez réduire le train de vie des gens. Monsieur Vital Kamerhe, votre directeur de cabinet, l'avait si bien dit. Il a dit que votre liste civile allait être baissée. Nous attendons que la liste civile soit baissée. On attend jusqu'aujourd'hui. Nous attendons que vous puissiez nous dire Kabila avait 700 000 $, moi, il avait 70 000 $, je ne sais pas. Moi, je n'aurai que 14 000 $. Mon directeur de cabinet n'aurait que 10 000 $. Les ministres auront 6 000 $. Les conseillers qui avaient peut-être 4 000, 3 000, ils en auront comme ça 2 000. Les députés qui ont généralement 11 000, je ne sais pas moi, ils auront par exemple 6 000. Et c'est comme ça que vous pouvez faire. Vous allez voir la masse salariale que vous allez dégager finalement. Vous pouvez le déverser dans autre chose, et ça finalement ça produit dans le paradigme des amours belé. Soit pour qu'il y ait un réduire le train, soit pour qu'il y ait un élevé budget. C'est à vous de voir. Vous maximisez les recettes, vous avez plus d'argent, vous payez mieux les gens, vous gardez votre salaire, ou vous réduisez ce que vous avez, vous donnez aux autres, et ça fait l'équilibre. C'est tout ce que nous voulons pour que ça marche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Notre anniversaire, c'est dans peu de temps, hein. C'est pratiquement dans 20 et quelques jours. Soutenez-nous, ça sera un plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.